La fermentation éthérique, c'est-à-dire la façon dont ils digèrent tous les aliments qu'on leur donne, va générer énormément de gaz à effet de serre et donc réchauffer rapidement la planète. En termes environnementaux, ce gaz émis par les ruminants est catastrophique pour le climat. Salut tout le monde, bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Limites. On est là pour parler limites planétaires, épuisement des ressources, à quelle sauce on va être mangé ou à quelle sauce nous allons justement pouvoir nous réorganiser. Et pour ça, on interviewe beaucoup de chercheurs sur cette chaîne. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir cet homme qui s'appelle Jean-Marc Dancil. Bienvenue à toi, comment tu vas? Très bien, impeccable. Merci de me recevoir. Merci d'avoir fait la route jusqu'ici surtout, je sais que tu viens de loin. Très loin. Donc du fond du cœur, merci. Tu as fait un livre qui s'appelle Comment l'humanité se viande. Aïe aïe aïe. Abonnez-vous si vous mangez de la viande. Abonnez-vous même si vous êtes flexitarien, végétarien, vegan. Déjà, ça fait plaisir. C'est important pour les sujets qu'on va traiter. Moi, c'est un sujet que j'ai pas encore eu énormément l'occasion d'aborder sur cette chaîne. Tu as devant toi quelqu'un qui a réduit sa consommation de viande, mais qui reste définitivement accro, qui ne parvient pas à arrêter. Toutes les fois où j'ai fait des tentatives d'arrêter, je suis retombé dans le piège. Piège du goût, piège peut-être de ces neurotransmetteurs qui me disent « Ah mais la viande, la viande ». Et on va se lancer un défi aujourd'hui. Si, de votre côté, vous graillez tout le temps de la viande et que vous dites je vais regarder cette vidéo et c'est pas cette vidéo qui va me faire arrêter de manger, on n'est pas là pour vous dire d'arrêter de manger, mais on vous propose vraiment de l'écouter jusqu'au bout, c'est très important pour après faire votre avis, non pas d'arrêter ou de continuer, mais de vous poser la question si tout cela est bien éthique et normal par rapport à la direction que prend le monde. Alors je voudrais s'il te plaît Jean-Marc, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es? Qui je suis? Je suis un militant aussi, mais je suis surtout quelqu'un qui est curieux de comprendre, comme toi, le monde dans lequel on vit et qui s'est intéressé depuis pas mal de temps au sujet de la dégradation des écosystèmes, de la disparition de la faune sauvage, des limites planétaires évidemment qu'on franchit et qui, très concerné par ces sujets, a lancé tout un tas d'initiatives. La plus emblématique d'entre elles, c'était à Bordeaux, le lancement de l'écosystème Darwin, qui est un lieu dans lequel on essaye de transformer la façon dont on fait la ville, dont on fait l'activité économique et qui aujourd'hui a un certain succès, qui je crois a réussi à influencer pas mal de monde. C'est devenu le deuxième lieu le plus fréquenté de Bordeaux et c'est un lieu où il se passe toujours tout un tas de choses, très inclusif socialement mais aussi écologiquement assez avancé, même si on voit pas toujours de quoi il est question quand je parle d'écologie à Darwin. Par exemple, tous les restos sont quasiment 100% végé, 100% bio, 100% locaux. Il y a 3 ou 4 restos à Darwin. On produit l'essentiel de notre énergie sur place à partir de panneaux photovoltaïques et d'autoconsommation. La question de la récupération des eaux pluviales, la question de la transformation des urines des gens qui viennent sur site et qui y travaillent est aussi prise en charge. Chargé en azote, c'est super bien de récupérer ça. Ouais. Pour l'agriculture, par exemple. Il y a évidemment des limites à un tel lieu urbain qui nécessite aussi pas mal, je dirais, d'infrastructures pour fonctionner. Mais globalement, on a essayé de faire les choses, pousser les curseurs le plus loin, et je suis assez fier de cette initiative qui m'a occupé pendant une dizaine d'années. Avant ça, j'étais chez Orange, le diable, les grandes entreprises, où j'ai pris la mesure du greenwashing dans ces structures-là, et aussi, on va dire, de la façon dont les bonnes actions, les bonnes initiatives qui pouvaient être menées en interne avaient très rapidement valeur de caution pour un système qui allait droit dans le mur. Donc j'avais quitté ça pour monter avec Philippe Barre, mon associé Darwin, et puis suite à 12 ans de bons et loyaux services, j'ai développé une conscience très forte autour de la condition animale. J'ai progressivement évolué d'omnivore et carnivore, carniste comme on dit parfois, avéré, en végétarien, et maintenant je suis devenu vegan parce que à mes yeux la question de la consommation de produits carnés, de produits d'origine animale est l'un des risques les plus importants auxquels fait face notre humanité et auxquels font face déjà des millions d'espèces. Alors, on va en discuter aujourd'hui, mais je crois qu'on a tendance, nous les écolos, à sous-estimer l'impact de l'alimentation carnée au regard des enjeux climatiques et biodiversité, ressources en eau également, on aura l'occasion de détailler tout ça, mais je crois qu'on a aujourd'hui une sorte d'angle mort sur le réel impact de l'alimentation carnée, et l'enjeu de cet ouvrage, c'est justement de mettre les pieds dans le plat et de mettre très au clair ceux qui s'intéressent à ces sujets d'importance pour que cet aspect des choses soit considéré à sa juste valeur. Pas éthique, ça c'est un autre débat, on pourra aussi en discuter, mais écologique. Et il y a quelqu'un qui m'a beaucoup influencé là-dessus ces dernières années, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le recevoir, c'est Georges Monbiot, qui est un journaliste d'investigation anglais, qui est éditorialiste au Guardian, qui est quelqu'un qui est très respecté là-bas, qui est principalement
qui est probablement le principal écolo de Grande-Bretagne, et qui dit aujourd'hui, face à l'urgence écologique, on a 2 choses à faire. La première, c'est de laisser les énergies fossiles dans le sol. Ça, on est à peu près tous d'accord avec ça. Je pense qu'il n'y a plus besoin Sauf Total. De beaucoup nous convaincre. Et les compagnies pétrolières. Évidemment, mais je dirais en tant que citoyen éclairé et en tout cas soucieux de l'avenir. Et puis la deuxième chose qu'il dit, c'est d'arrêter de manger les animaux. Parce que lorsqu'on a pris la mesure des dégâts qu'occasionne l'élevage, la pêche, la transformation, la distribution de ces aliments, eh bien, très objectivement, on n'a qu'une envie, c'est d'arrêter de le faire, d'autant plus que rien ne nous empêche aujourd'hui de changer d'alimentation, puisque ces produits ne sont pas indispensables ni à notre nutrition, ni à notre bonne santé, ni à notre plaisir, et qu'ils contribuent fortement à réduire notre empreinte carbone si on prend ce critère, par exemple. Donc on a tout intérêt aujourd'hui à aller dans ce sens-là, et l'intérêt de cet ouvrage, j'espère en tout cas, c'est d'essayer d'en convaincre la plupart de ceux qui se préoccupent de l'avenir. Et justement, je fais des conférences dans les écoles, je parle de beaucoup de choses pas forcément très très cool, hein, qui font un petit peu flipper, forcément, avec beaucoup d'espoir derrière. Il y a une image qui met tout le monde d'accord et qui choque. C'est même pas lié à l'épuisement des ressources, c'est lié à ceci. Je vous la montre. C'est la part qu'il y a d'animaux mammifères sauvages sur Terre, et ça casse complètement vraiment notre vision du monde, où on se dit qu'on est les êtres humains, et qu'en dehors de nous, on a des vaches dans les champs, des moutons dans les champs, et qu'ailleurs, c'est des zones sauvages où les mammifères sont comme dans le Roi Lion, en train de se balader, de faire leur vie, le cycle de la vie et tout ça, et c'est faux. Je voudrais avoir ton avis, déjà pour commencer, sur cette vision du monde. 4% seulement de biomasse mammifère sauvage. Oui, alors ça c'est extrêmement parlant, c'est vraiment choquant, et je comprends que les jeunes et tous ceux qui sont soumis à cette image réagissent. Et en fait, ce qu'elle illustre, cette image, c'est le poids démesuré de l'espace occupé par l'élevage sur Terre, qui génère la destruction des écosystèmes et donc la réduction drastique de ceux qui y vivent en milieu sauvage. Donc on a en fait le grand remplacement. On parle souvent de remplacement dans un certain domaine, mais le véritable grand remplacement, en tout cas sur lequel il n'y a aucun doute, c'est celui de la faune sauvage par les humains et le bétail. En fait, aujourd'hui, comme tu le disais, la biomasse des animaux sauvages ne représente plus, pour ce qui est des vertébrés et mammifères, que 4% de l'ensemble des mammifères. Là où le bétail en représente 62 et les humains le solde, c'est-à-dire environ 34%. On est dans quelque chose d'incroyable, on s'en rend pas compte, mais on a véritablement colonisé toute la terre émergée à notre profit en soumettant des animaux pour notre alimentation et au détriment des occupants, on va dire, antérieurs de ces espaces, toutes les espèces sauvages vertébrées. Donc on est là sur quelque chose d'assez incroyable qui illustre une forme de folie et d'absurdie, si j'ose ce mot, parce que finalement, tous ces animaux qu'on soumet, qu'on maltraite, qu'on massacre, pour notre alimentation, ne sont pas indispensables à notre bonne santé. Et c'est ça où on réalise que c'est complètement fou. En tout cas, à la bonne santé d'une majorité d'humains. Certains en ont besoin parce qu'ils vivent dans des zones où c'est difficile de cultiver, où c'est difficile de faire autrement. Mais en tout cas, pour une majorité d'humains aujourd'hui, on pourrait très bien vivre très convenablement, avoir tous les apports en protéines dont nous avons besoin, uniquement avec des protéines végétales. Ben, allons-y, on va creuser ça étape par étape vraiment sur ces croyances qu'on a autour de la viande. Depuis combien de temps on en mange? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour vivre? Ça va être important. Mais je voudrais que tu essayes de me traduire à moi, qui vis dans une ville, qui suis rarement en campagne, à quoi ressemble le monde aujourd'hui pour notre alimentation? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que où est-ce qu'ils sont entreposés? D'où viennent les animaux qu'on mange? Est-ce que c'est local? Est-ce que ça vient de l'autre côté de la planète? Comment est-ce qu'ils sont élevés? Comment est-ce qu'on fait pour les faire reproduire? J'essaye un peu de comprendre. Est-ce qu'on est dans un truc d'incubation, la Jurassic Park, façon de parler, où tu sais, on a un laboratoire et hop, on a un site mine et tout. J'arrive pas à me projeter à le voir. Comment est-ce qu'on habite le monde avec ces animaux aujourd'hui? Alors c'est une vaste question assez complexe. On va essayer de faire simple et être assez pédagogique. En gros, on mange pas beaucoup d'animaux domestiques, en tout cas d'élevage. On en mange environ 8 espèces. Voilà. Et ces 8 espèces, comme tu l'as montré avec ton image tout à l'heure, elles sont aujourd'hui en nombre. Il y a les vaches. Il y a des vaches, il y a des moutons. Les cochons. Les poules, la volaille. L'agneau, ouais. Le poulet, l'agneau, voilà. En gros, j'ai plus les 8 en tête, mais c'est l'écrasante majorité des protéines animales. Et puis il y a également leur production, comme le lait,
dont on fait du fromage, et puis les œufs, par exemple, pour les poules en batterie, par exemple, pour les poules qu'on a à la ferme. Donc ça, c'est l'essentiel des protéines carnées qui vont constituer une partie de notre alimentation. Voilà. Cette alimentation, aujourd'hui, elle est infiniment plus carnée qu'elle ne l'était il y a encore quelques décennies. C'est vrai ? En gros, ouais, depuis les années 60, on a multiplié par 5 notre consommation de viande. Par 5 en 60 ans. Voilà. Mais ah ouais, ça va pas longtemps. C'est la révolution de l'agriculture et c'est en même temps la révolution de l'élevage, avec de plus en plus d'animaux qui sont concentrés dans l'agriculture intensive, dans l'élevage intensif, qui fournissent toujours plus de protéines animales pour enrichir des plats qui sont de plus en plus carnés. Voilà. Ça, c'est un phénomène mondial. Au fur et à mesure que les pays se développent, alors il y a une loi, je crois, qui définit ce phénomène, mais après, au fur et à mesure que les pays se développent, ils mangent de plus en plus de protéines carnées, voilà. Et de gras, et de lait, de beurre, enfin voilà. Donc ça, c'est vrai dans le monde entier. Et pour ce qui est de l'Europe, c'est exactement le même trend. On est vraiment sur une croissance de la production de protéines qui, derrière, a pour conséquence un système de domination terrible qui soumet des milliards d'animaux terrestres et aquatiques qui ne sont considérés que comme des objets, des ressources disponibles pour satisfaire nos besoins. Voilà. On les considère plus comme des êtres vivants qui ont le droit eux aussi de vivre leur vie. On les utilise à nos fins exclusives. Voilà. Et comment on fait pour les produire ? Il y a 2 systèmes. Il y a le système, ou 3 on va dire, le système intensif, qui est souvent décrié, industriel, donc des bâtiments dans lesquels sont concentrés des nombres considérables d'animaux, des dizaines de milliers dans certains cas. Il y a des porcheries en Chine où tu as 150 000 cochons qui sont concentrés. Tu as très régulièrement en France des poules en batterie de plus de 10, 20, 30, 40, 50 000 individus. C'est vrai aussi pour les cochons. En France également, qui sont dans des entrepôts qui ne voient pas le jour. 95% des porcs en France sont, on va dire, élevés sans voir la lumière du jour dans ces bâtiments. Alors c'est vraiment terrible pour eux. Et puis à côté de ça, t'as aussi des ruminants que tu vois dans les champs. Et si on a le sentiment parfois que eux aussi subissent cet élevage concentrationnaire, les fameuses fermes-usines, les fermes des 1000 vaches dont on a beaucoup parlé, en fait, l'immense majorité d'entre eux sont élevés à l'extérieur. Soit sur des prairies, des pâturages, soit dans des systèmes mixtes où ils passent une partie du temps à l'extérieur et puis une partie du temps dans des étables. Voilà. Donc, si je prends quelques chiffres, à l'échelle du monde, en gros, pour ce qui est des ruminants, tu as en gros 10% des ruminants qui sont élevés dans des systèmes intensifs et à peu près 90%, donc l'essentiel, l'immense majorité, qui sont soit en pur extensif, dans des grandes prairies, dans des pâturages, soit qui sont dans des systèmes mixtes, avec culture, prairies et fermes. Et donc, ils vont alterner en fonction des saisons dans ces différents lieux. En fait, ça, je le précise parce que ça a des conséquences environnementales différentes selon qu'on est en intensif ou selon qu'on est en extensif à l'extérieur. Pour ce qui est des ruminants, l'immense majorité des ruminants, c'est-à-dire aujourd'hui, pour ce qui est des bovins, plus de 3 milliards de têtes de bétail, sont sur des prairies, des vastes prairies, ou des bocages, comme en France, on va dire, le paysage qu'on connaît bien, dans le Massif central, par exemple. Ces bovins sont à l'extérieur et vont essentiellement manger de l'herbe. D'autres, qui vont alterner entre des étables et puis l'extérieur, vont être, comme on dit, finis au grain. C'est-à-dire qu'on va les laisser paître un certain temps à l'extérieur, et puis on va finir leur élevage avec des grains, c'est-à-dire du soja importé ou des céréales, qui vont accélérer l'atteinte de leur poids d'abattage. Ah oui, d'accord. On les accélère vers la croissance pour dès qu'ils arrivent à ce qu'on a besoin. En gros, la productivité, c'est atteindre le plus rapidement le poids d'abattage de l'animal pour ensuite le vendre. Wow. Voilà, ça c'est assez classique. Donc ça se fait de façon très rapide en milieu intensif. Donc tout ce qui est poules, tout ce qui est cochons, eux dans ces univers-là, ils vont être picousés avec des antibiotiques. Ils vont être sélectionnés depuis des décennies, voire des millénaires, pour les caractéristiques qui les rendent les plus productifs possibles pour fournir de la chair. Ah oui, donc il y a quand même une sélection naturelle derrière. Donc il y a eu une sélection pas naturelle. Enfin c'est une sélection qui a été opérée en fonction des espèces depuis des millénaires pour sélectionner celles qui sont les plus adaptées à nos besoins. Soit les moins agressives, soit les plus grandes, celles qui fournissent le plus de viande, celles qui grandissent le plus rapidement, voilà. Au fur et à mesure, de façon liée à la sélection, soit à la génétique,
on a construit et sélectionné des espèces qui vont être les plus à même de fournir le plus de protéines animales dans un minimum de temps. Voilà. Et pour ce qui est des ruminants, eh bien, on va considérer que certains d'entre eux peuvent rester à l'extérieur, et dans ce cas-là, ils vont atteindre leur poids d'abattage plus tard. Alors, qu'est-ce que ça induit comme implication, comme conséquence environnementale ? Du côté des ruminants, qui ont un système digestif qui émet énormément de méthane, donc c'est un gaz qui a un pouvoir de réchauffement global 85 fois supérieur au CO2 sur une période de 25 ans, ces animaux-là, à l'extérieur, vont émettre énormément de ce gaz parce qu'ils vont atteindre plus tardivement leur poids d'abattage. Moins ils vont être en milieu concentrationnaire, plus ils vont prendre de temps avant d'atteindre leur poids d'abattage. Bon, ça a aussi des avantages pour l'éleveur parce que ça induit moins d'infrastructures, moins de coûts, donc il retrouve également. Mais par contre, en termes environnementaux, ce gaz émis par les ruminants est catastrophique pour le climat. Et ça, c'est quelque chose qui est pointé depuis très longtemps et qui revient régulièrement sur le devant de la scène. On a atteint aujourd'hui des niveaux de population de ruminants trop importants. On a combien sur Terre ? Il y a à peu près 3,4 milliards de bovins. C'est énorme, ça a augmenté de 6 fois depuis, pareil, ces années-là, les années 60. Donc on a multiplié ces animaux et aujourd'hui, la fermentation éthérique, c'est-à-dire la façon dont ils digèrent l'herbe, et puis généralement tous les aliments qu'on leur donne, va générer énormément de gaz à effet de serre, et donc réchauffer rapidement la planète. C'est doublé d'un autre phénomène, c'est-à-dire qu'on a constitué des prairies, on a aménagé l'espace rural pour accueillir ces animaux, et ça s'est souvent fait au détriment de la forêt. C'est-à-dire qu'on a détruit des puits naturels de carbone, pour leur substituer soit des prairies, soit des cultures, des monocultures, voilà, j'ai plus le terme exact, des monocultures, par exemple de soja, de maïs et autres, destinées à l'élevage. Et toute cette façon de produire de la viande a aujourd'hui une empreinte sur le milieu terrestre qui est colossale. On en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, l'intégralité des pâturages et des monocultures nécessaires à l'alimentation du bétail, tiens-toi bien, c'est 30% des terres émergées. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des Amériques. Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud. Un tiers de toutes les terres. Un tiers de toutes les terres qu'on peut voir quand on vous montre la planète Terre. La map monde, peut-être qu'on la connaît. T'as l'Australie d'un côté, l'Afrique, la Russie, la Chine, ainsi de suite. Tu consacres l'intégralité du continent américain dans sa globalité à l'élevage des ruminants et à la monoculture qui les nourrit. C'est un truc de fou. Donc si tu rapportes ça aux écosystèmes sauvages qui subsistaient avant l'avènement de ces façons d'élever les animaux, eh bien on a détruit une biodiversité incroyable, des milieux humides, des forêts qui stockaient davantage de carbone, des prairies qui n'étaient pas pâturées et qui avaient aussi un potentiel de stockage plus important, et on a ravagé tout ça pour nous fournir des protéines alimentaires. Pour compléter le tableau, je vais pas saouler tout le monde là-dessus, mais je crois que c'est important de bien comprendre. Pour ce qui est de la culture intensive, le problème de la déforestation demeure, c'est-à-dire que pour nourrir tous ces animaux en batterie, ou en cage, ou en entrepôt, il faut faire venir, des protéines aussi pour eux. Donc on cultive des céréales, du soja, ailleurs dans le monde, et on le fait venir là où ont lieu ces élevages. Et dans ces élevages, on a une telle concentration d'animaux qu'on a aussi une concentration démentielle d'effluents, c'est-à-dire d'excréments. On parle de protoxyde d'azote. Donc le protoxyde d'azote, c'est un gaz qui est de mémoire 257 fois plus réchauffant que le CO2, et qui là va avoir des effets multiples, bien sûr sur le réchauffement climatique, je viens de le citer, mais également sur la pollution des milieux. L'air, l'atmosphère que nous respirons est polluée par ces effluents d'élevage, comme le sont les rivières et les zones côtières des océans, puisqu'il y a un ruissellement de l'azote contenu dans ces excréments qui va ensuite, par un procédé chimique, eutrophiser les milieux, c'est-à-dire les appauvrir en oxygène, et on va avoir des phénomènes comme le développement des algues vertes. À tel point que dans certains pays, je cite souvent, et je cite particulièrement le cas des Pays-Bas dans mon ouvrage, le pays a été tellement loin dans la production intensive de protéines animales qu'il a littéralement mis en danger la santé de sa population, et qu'à un moment donné, il n'a pas eu d'autre choix que de dire « je coupe
à la hache dans le cheptel et je le réduis de 30% parce que c'est devenu absolument insoutenable pour garantir la santé de mes concitoyens. Et à quel niveau est-ce que les citoyens ont été impactés? Qualité de l'air. Donc les maladies liées à la qualité de l'air impactées par l'élevage, mais également la qualité des sols, la qualité des rivières, la qualité des milieux aquatiques, les zones côtières. Dans les limites planétaires, le cycle phosphore à azote était complètement explosé aux Pays-Bas. Et donc ça a généré une crise démocratique, puisque derrière, un peu à l'instar de ce qu'on a connu récemment en France et dans d'autres pays européens, des levées de boucliers des agriculteurs et des éleveurs qui se sentent menacés par ces coupes drastiques dans le cheptel, et puis une récupération par des milieux conservateurs et l'extrême droite qui, dans le cas des Pays-Bas, est accédé au pouvoir. Donc, on voit que toutes ces choses-là ne sont pas isolées, c'est pas un problème annexe, c'est un problème global, systémique, qui met en danger nos capacités à vivre ensemble et nos capacités à vivre dans des milieux sains, tout en ravageant la vie de milliards d'animaux. Parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, et je crois que c'est un chiffre qui est important à rappeler, on tue environ, bon an, mal an, 1400 milliards d'animaux tous les ans. 1400 milliards. Excusez-moi, je suis choqué par C'est quelque chose qui est incommensurable. Là, ça inclut les animaux aquatiques. Si je ne prends que les animaux terrestres, ça reste quand même 80 milliards d'animaux qui, chaque année, sont tués pour un plaisir gustatif qui n'est pas indispensable, une fois de plus. Qui est de la gabegie, ça représente en France 1 milliard d'animaux terrestres tués chaque année. C'est absolument dingue. Waouh! Merci pour ce tableau incroyable. Ça permet de remettre vraiment les choses en perspective. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est très important. Ça m'a retourné complètement le cerveau et t'as mis le point sur quelque chose sur lequel je pourrais venir maintenant. Pourquoi pas? C'est cet élan qu'a pris l'humanité au point de surproduire et d'exploser les limites planétaires, dont celle dont on a fait allusion, un cycle phosphore et azote, qui est clairement dans le rouge, même encore en Belgique et dans beaucoup de pays qui produisent. Je sais que par exemple le Maroc est dans son agriculture, malheureusement, il y a aussi un véritable problème, et dans plein d'autres pays sur Terre. Dès qu'il y a des décisions qui sont prises justement, tu vois, pour cette économie du donut un petit peu qui avait été imaginée par Keith Raworth, de réduire l'impact sur la planète, tout en garantissant en fait une stabilité démocratique et que tout le monde puisse accéder à l'eau, à l'énergie, à l'éducation, à l'égalité et tout. On remarque que dès qu'on réduit un petit peu quelque part et qu'on prend des mesures pour réduire cet impact sur la planète Terre, tout de suite au niveau démocratique, c'est en train de lâcher. C'est quoi? Est-ce qu'on est prisonnier d'un plaisir court terme, de cette volonté court-termiste, qu'on n'est pas capable de se prolonger sur les générations à venir? Alors la viande et les produits carnés, en règle générale, c'est quelque chose de très difficile à faire évoluer, parce que c'est très identitaire. En fait, le rapport qu'on a à la viande est extrêmement fort, il est lié à des souvenirs d'enfance, il est lié à une gastronomie qui constitue la culture, par exemple, d'un pays, il est lié à des moments de plaisir et de sociabilité, et cette conscience des impacts que ça a est extrêmement faible. Donc on se dit, mais pourquoi j'arrêterais ça? Il y a plein d'autres problèmes dans le monde, ça c'est mon plaisir, c'est un choix individuel, on entend souvent cet argument. Et puis, ça va souvent à l'encontre des concepts de liberté, tu touches pas à ma liberté, ma viande, ma liberté, ma voiture. De manière générale, toutes les mesures, on va dire, de raison dans le champ écologiste, dans le champ écologique, sont perçues comme liberticides. Bon, ça, on a un problème immense avec ça, et il est particulièrement aigu dans le domaine de notre alimentation, parce que ça fait appel à du plaisir, ça fait appel à des moments de convivialité, ça fait appel à une identité, et donc c'est encore plus difficile de switcher. Pourtant, on a toutes les bonnes raisons de le faire, éthiquement parlant, écologiquement parlant, même si on n'a pas encore pris la pleine mesure. On commence à bien comprendre qu'il y a un problème. On commence à comprendre qu'il y a aussi des façons différentes de s'alimenter, et que ces façons différentes, elles ne sont pas nuisibles à notre plaisir, elles ne sont pas nuisibles au fait d'avoir du goût dans son assiette, elles ne sont pas nuisibles, je dirais, à la convivialité du partage d'un repas, et qu'on a maintenant, que ce soit des produits bruts bien cuisinés, des substituts carnés, ou encore d'autres technologies qui commencent à arriver, des façons de s'alimenter qui sont infiniment moins nuisibles à notre avenir collectif, et qui par ailleurs permettent d'assurer notre sécurité alimentaire. Parce que ce qu'on a tendance à penser, parce que on nous gave avec ça au sens propre comme au figuré, c'est l'idée que les protéines animales seraient indispensables pour nourrir l'humanité. Or, c'est l'inverse. C'est parce que on a focalisé notre système productif sur des protéines animales que on a dévié, je dirais, un grand nombre de protéines végétales qu'on pourrait produire de façon massive pour nourrir le monde vers des animaux qui les transforment très mal en énergie.
Donc on fait les choses totalement à l'envers. Mais oui, parce qu'on parle souvent de carence, ça c'est un terme qui revient souvent, et puis je vois beaucoup de désinformations avec parfois des véganes qui sont sur les réseaux sociaux et qui disent ouais bon j'ai arrêté parce que j'étais voir mon médecin qui m'a dit que j'avais des carences en fer, carences en ci, bon fallait manger des épinards j'ai envie de dire, mais ça tout de suite c'est pas le plus riche en fer. Ben voilà, mais tout de suite il y a un accaparement parfois on a l'impression des lobbies, des industries et même de monsieur madame tout le monde qui disent ah bah vous avez vu la personne a voulu arrêter de manger la viande, regardez dans quel état elle est. Alors, et en fait il y a tout un sophisme qui s'installe. Mais ça, c'est des croyances populaires qui sont entretenues par l'industrie et la filière viande, qui a tout intérêt à ce que rien ne change. Donc, on véhicule des mensonges, on abonde dans les croyances populaires pour éviter que rien ne bouge. Aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment arrêter avec cet argument. Il a été débunké, il a été démontré ailleurs dans le monde et partout qu'une alimentation végétalienne stricte, c'est-à-dire végane pour faire court, sans protéines animales aucune, pas de viande, pas de produits animaux, pas de lait, pas de beurre, pas de fromage, est viable à tous les âges de la vie. Alors l'association américaine de diététique, en Belgique aussi, je sais plus quelle organisation, c'est vrai ailleurs dans le monde. C'est prouvé par des centaines de millions de personnes qui ont ce régime alimentaire. Oui, qui n'ont pas accès à la viande, forcément. Depuis tout le temps, ou depuis la nuit des temps, comme on le dit parfois. Ces personnes-là, si tant est que ton régime végétalien soit équilibré, c'est-à-dire que tu fais aussi attention aux nutriments que tu vas mettre dans ton assiette, tu vas veiller à avoir des légumineuses, du fer, certaines vitamines et tout ça. Bon, si tu le fais correctement, et c'est pas très compliqué, tu vas t'assurer l'essentiel des besoins nécessaires à ta santé. Ça, c'est prouvé partout dans le monde. Donc, c'est des fausses excuses que de prétendre qu'il faut de la viande. Alors, je dis pas que dans certaines parties du monde, là où la disponibilité de ces aliments n'est pas possible, il faut pas manger davantage de viande. Pourquoi pas? Et je leur jette absolument pas la pierre. Mais aujourd'hui, en Occident et dans la plupart des pays qui ont un certain niveau de développement, on peut très bien s'alimenter uniquement avec du végétal et c'est prouvé partout dans le monde et c'est validé par la science. Donc là-dessus, next, on passe à autre chose. C'est dingue, tu sais, moi je suis d'origine sénégalaise et dans une partie de ma famille est congolaise. Et la viande s'est insérée dans la culture africaine. D'ailleurs, c'est des Africains qui sont là, qui nous regardent, peut-être de RDC, peut-être du Sénégal, peut-être même des Afro-descendants qui nous regardent depuis la France et la Belgique. Venez me donner votre avis en commentaire. Dans nos familles, la viande est une pièce centrale, le poulet est quelque chose de central. C'est limite devenu en fait un plat, ça rentre dans les plats nationaux. Alors que dans l'histoire, ça fait vraiment très peu de temps que c'est rentré sur le continent, que c'est rentré dans notre culture. Et pire encore, ça fait vraiment très très peu de temps qu'on y a accès. Et je fais vite, et tu me donneras un petit peu ton avis là-dessus. Je rebondis sur mon père qui est né en 1938 à Casablanca, d'un père malien, sénégalais, et qui a vécu toute sa vie au Sénégal. Je sais qu'il a connu la faim, il a eu faim, mon père. Et quand il est venu ici en Europe, et qu'il a pu accéder à la nourriture, comme il n'a pas pu accéder à quelque chose avant et qu'il voyait que les personnes les plus riches, les plus aisées en mangeaient, il a voulu atteindre ce statut social en mangeant, c'est rentré dans la culture, et qui faisait que c'était pas possible d'avoir un jour sans avoir de la viande. Comment est-ce qu'on fait pour rééduquer, et je vais te prendre un autre exemple encore, nouvel exemple pour appuyer ce propos-là. Ici, tu es dans un endroit où nous accueillons beaucoup de peuples autochtones d'Amazonie. Eh ben, ils veulent de la viande, au carne. Ils veulent manger de la viande parce qu'ils n'ont pas beaucoup accès à la viande, et puis dès qu'ils ont, on veut tous les jours. Quel est le piège de cette viande qui arrive même, en fait, à quelqu'un qui n'y a pas goûté, qui y goûte, à se dire, non mais là, il faut que je continue, quoi. J'ai l'impression que c'est de la cocaïne, le truc. J'ai l'impression que c'est de la drogue. Il y a un aspect addictif évident à ces produits-là. On parle souvent du fromage comme étant vraiment un des derniers aliments que les véganes ont du mal à abandonner lorsqu'ils veulent résolument aller vers le végétalien. Bon, ça c'est une chose. Après, c'est vrai qu'on va pas changer les choses du jour au lendemain. Il suffit pas de faire comme ça pour passer de la situation que tu décris à un monde sans viande. Voilà, c'est un exercice de pensée à ce stade, puisqu'on est encore ultra minoritaire à avoir opté pour ces alternatives végétariennes ou végétalienne. Je crois que c'est de l'ordre de 4%. Voilà, 4% seulement. Ouais, 4%. De la population. En France, par exemple. Ouais. Puis je pense qu'au niveau mondial, bon, hormis les gens qui le font pour des motifs religieux, je veux dire, les chiffres doivent pas être très élevés. Mais par contre, c'est en train de changer très vite. C'est en train de changer très vite chez les jeunes. Je rebondis sur ce que tu disais par rapport au fait que dans certains pays, tu citais le Sénégal, tu citais la RDC, moi, je pourrais citer la Réunion où j'habite, et puis je pourrais me référer aussi à une personne avec qui j'ai discuté qui était au Brésil. En fait, c'est aussi un colonialisme alimentaire. C'est-à-dire que les colons ont amené
leur façon de vivre, leur mode de vie l'ont imposé dans ces pays-là, au détriment de la cuisine locale habituelle, traditionnelle. Et finalement, même, moi je vois à La Réunion, ce sont les esclavagistes qui ont imposé certains produits carnés à la population qu'ils soumettaient et qui aujourd'hui fait partie de la gastronomie locale. Bon, au Brésil, par exemple, il n'y avait pas de vache. C'est un produit, enfin un animal en l'occurrence, qui a été importé. Alors qu'il y a perte de vue pour McDonald's là-bas. Hein. Non mais McDonald's ou pas, l'Amazonie, et en l'occurrence le Brésil, c'est un des lieux de production de viande bovine les plus importants au monde. C'est un des lieux où on a fait le plus de mal, évidemment, à ce poumon vert qu'est l'Amazonie, puisqu'on estime qu'entre 60 et 80% de la forêt amazonienne a été déforestée du fait de l'élevage, que ce soit les monocultures fourragères ou les prairies et les pâturages. D'ailleurs, l'élevage, le bétail, est responsable de 41% de la déforestation tropicale. Bien plus fort que les oléagineux, comme l'huile de palme, qui représente 18% de la cause de cette déforestation. Voilà. On est vraiment là dans un phénomène massif où on a imposé des modes de vie, des modes d'alimentation à des pays, on va dire, qui ne les avaient pas et qui, par la force des choses et de façon, on va dire, très offensive, les ont adoptés pour satisfaire les besoins d'industriels et d'une économie qui les a encouragés aujourd'hui via les fast-foods, mais de façon générale via, je dirais, une forme de une communication, d'influence qui s'est exercée à tous les niveaux pour prétendre qu'elles nous sont aujourd'hui indispensables et que c'est naturel, nécessaire et bon de continuer comme ça. Or, on sait que ça, c'est, on va dire, une fable, un leurre, et que c'est une impasse dont il faut sortir au plus vite si on veut avoir des chances de ne pas définitivement cramer les limites planétaires. Alors qu'il faut bien préciser que dans ces pays-là que j'ai cités, où c'est rentré dans les plats nationaux et qu'il y a une forme de fierté derrière, ça reste toujours, malgré tout, et tu m'arrêtes si je me trompe, les lieux où on mange le moins de viande, où elle est moins accessible, moins facile à conserver parce que moins d'énergie pour la chaîne du froid. Tout à fait. Et donc c'est un peu devenu le plat, mais c'est pas toute la population qui graille ça, quoi. Bah c'est un peu comme les déplacements. Donc il y a une forme d'injustice quand même derrière. Bien sûr, tu as fait aussi beaucoup d'émissions sur le changement climatique. Bah, les riches polluent la planète. On est un petit nombre à prendre l'avion et ce petit nombre a un impact démesuré sur la planète. De la même façon, il va surconsommer là où d'autres n'ont pas le minimum vital. C'est un peu la même chose en matière alimentaire. Dans nos pays, on surconsomme des protéines. C'est-à-dire que même les véganes ou les végétariens aujourd'hui, sont en surconsommation de protéines de manière générale par rapport aux recommandations minimales des plans de nutrition nationaux. Je veux dire, on mange beaucoup trop. C'est vrai que l'obésité est en augmentation partout sur Terre. Par exemple, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, parce qu'on l'a pas évoqué, mais aussi les cancers colorectaux, les maladies cardiovasculaires, certains problèmes cognitifs et autres sont liés à cette surconsommation de plats transformés qui, pour la plupart d'entre eux, incluent de la viande. Donc on est là aussi dans quelque chose de fou qui fait des ravages à tous les niveaux, économiques, sociaux, écologiques, sanitaires, climatiques, et dont on prend vraiment pas la mesure, une fois de plus, parce que c'est devenu la norme, et que cette norme, elle est encouragée par des intérêts très très puissants. Et relativement peu connu. Parce que si je te dis, par exemple, cite-moi les 5 plus gros producteurs de viande au monde, les 5 plus grosses industries, je crois que tu n'es même pas capable de me citer une seule boîte. Non, je connais qu'une boîte belge, c'est Viandgros. Voilà, elle fait sûrement pas partie des plus gros. J'en connais pas, je sais pas. Est-ce que Nestlé est là-dedans, c'est des céréales? Bien sûr, Nestlé est pas dans les 5 premiers. Ah d'accord. Le premier, c'est un Brésilien, JBS. Je les ai vus quand je suis parti là-bas. Ouais. Je les ai vus partout, je pense. T'as Tyson aux États-Unis. Ouais. T'as le chinois qui s'appelle, t'as Cargill, t'as DFA, le chinois. Enfin, j'ai jamais entendu parler. T'as jamais entendu le nom de ces boîtes. Pourtant, elles ont un impact majeur sur la planète. Toutes ces boîtes cumulées. En fait, c'est ExxonMobil, Shell et BP et Total Energy de l'alimentaire, quoi. Sauf qu'on les connaît pas, et leur poids cumulé sur le climat est supérieur à certaines de ces grandes majors du pétrole, voire même à certains pays. Et on le sait pas, ça. C'est totalement invisibilisé. C'est là où ils ont vraiment réussi leur coup, quoi. Je veux dire, et c'est là où moi j'en veux un peu, Je m'entends, je suis moi-même écologiste et tout ce qui est de l'ordre de l'activisme écologiste est bon à prendre. Mais je trouve que les mouvements écolos, les militants écolos se sont focalisés sur la question climatique. Climaticalisés. Et donc sur les énergies fossiles, à juste titre. Mais ont complètement occulté cet angle mort qu'est la viande.
ou la pêche, parce qu'on pourra aussi en parler, qui font des ravages incommensurables aussi sur notre planète et qui sont au moins aussi importants que ceux des énergies. C'est vrai, c'est intéressant ça. Il n'y a pas de Greta Thunberg anti-viande. On a beaucoup de... Si, il y a Greta Thunberg. Elle est végane. Elle est végane, mais elle est valorisée comme une égérie de l'activisme. On va dire anti-fossile, mais pas du tout alors comme une militante végane. C'est ça. Alors que pourtant, elle a un discours anticolonial, un discours vraiment décolonial, un discours. Mais tout est cohérent. C'est là où je dis cette cohérence. Je vais en choquer certains, mais si on était fondamentalement cohérent en tant qu'écolo, convaincu qu'on va droit dans le mur, et je pense que c'est un peu le cas de beaucoup d'entre nous, eh bien, il faudrait bien sûr réduire notre empreinte climatique par le biais des transports, par le biais de notre consommation et autres, mais aussi s'attacher à sortir de l'alimentation carnée, parce que l'impact est majeur. Comment tu fais? Et on va creuser un petit peu quelles sont les techniques des lobbies, qu'est-ce que fait la viande? Tu as déjà cité des choses en termes de maladies et tout ça. Mais moi, une question est comment est-ce que je fais moi pour sortir de là? J'ai tenté, je vais être très honnête avec vous, j'ai envie d'avoir ce petit moment d'honnêteté totale. J'ai réduit ma consommation de viande, mais la réduction c'est cool, ça va, tu en manges encore. Et c'est déjà bien, j'incite les gens vraiment à réduire, ça fait déjà, tu réduis par 2, tu divises par 2 ton impact. Donc ça c'est déjà pas mal. Maintenant tout dépend d'où tu viens forcément. Et là l'idée c'est que quand j'ai arrêté, je me suis plongé dans le fromage, donc je me suis reconnu dans ce que tu avais expliqué. C'est comme si je compensais quelque chose et je m'apercevais, honnêtement, que c'est difficile, parce que moi j'ai été éduqué dans la viande. C'était viande à toutes les sauces, sauce archiduc, tout ce que tu veux. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que toi t'as fait, par exemple, pour sortir de là? Parce que moi, je suis choqué par ce qui se passe. Ça me choque. Je comprends pas. Et même quand je passe dans les rayons de supermarché, je suis choqué d'être là. Et donc, je n'achète plus ma viande. Mais je mange quand même quelque chose que je n'achète plus moi, mais qu'on me présente. Tu vois ce que je veux dire, resto, tout ça. C'est intéressant. Alors d'une part, je me vois de la face en partie, mais c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a 3 raisons principales pour lesquelles on pourrait avoir envie d'arrêter la viande ou les protéines animales au sens large. La première, elle peut être une question de santé. Ouais, le médecin qui te dit il faut arrêter, monsieur. Voilà, par exemple, le médecin qui dit, ou toi-même, tu te rends compte que ça génère des problématiques liées à des problèmes cardiaques ou autres. Bon, ça c'est avéré, on sait que la surconsommation de viande c'est pas bon pour la santé. Il y a plus de débat là-dessus. Donc tu peux le faire pour cette raison-là, aussi pour des problèmes de digestion, tout un tas de choses. Tu peux le faire pour des raisons éthiques. Tu peux tout simplement considérer ne plus vouloir être caution du massacre incommensurable d'animaux qui ont lieu tous les ans. Ouais, pour ça, il faut avoir des valeurs morales. Et parfois, les valeurs morales viennent avec le niveau d'études, le niveau socio-économique dans lequel tu es. C'est difficile de demander à des personnes d'ailleurs. C'est une porte d'entrée. Certains, et indépendamment d'ailleurs d'un niveau socio-culturel ou spirituel aussi, ou d'un niveau d'éducation, vont vouloir ne pas porter du tort, causer du tort, porter préjudice à des êtres vivants parce qu'ils estiment qu'ils ont le même droit que toi à vivre leur vie. Voilà. Et donc, à partir du moment où on peut se passer, de les massacrer pour se nourrir, et que rien n'y oblige, on va essayer de les épargner. Donc ça, c'est un mode d'entrée selon lequel on n'a pas à établir de hiérarchie entre ceux qui auraient le droit de vivre et ceux qui seraient simplement des sujets ou des objets nécessaires à notre alimentation. Refuser cette hiérarchie des choses, c'est tout le mouvement antispéciste, voilà, rentre dans la question que tu me poses par l'angle éthique. Et puis, on peut aussi avoir des considérations écolo qui là vont peut-être pas aller jusqu'à une réduction à 100%, parce qu'on va se dire, c'est déjà pas mal de réduire beaucoup ma consommation, et puis avec une réduction déjà majeure de 60-70%, je vais atteindre des niveaux de soutenabilité qui me conviennent. Voilà. Généralement, quand tu rentres par l'axe éthique, t'arrêtes totalement. Quand tu rentres par l'axe écologique, tu vas te satisfaire de la fameuse formule du moins mais mieux. Je vais manger moins, mais je vais manger mieux de viande. Le mieux, évidemment, n'étant pas éthique, en l'occurrence, parce qu'on tranche quand même la gorge de l'animal, mais il va être lié à une viande perçue comme élevée dans des meilleures conditions, et puis qui a un moindre impact climatique ou, on va dire, écologique. Mais souvent, là-dessus, c'est entretenu par des croyances, et c'est pas toujours très très juste, comme je le disais, par rapport à la viande de pâturage, parce que la viande de pâturage, dont on imagine qu'elle est beaucoup plus vertueuse d'un point de vue écologique. C'est comme ça qu'on nous la vend un peu. On nous la vend comme ça. Des élevages bio et tout. C'est beaucoup plus consommateur d'espace, donc beaucoup plus destructeur de biodiversité, et c'est beaucoup plus émetteur de méthane. Comment on fait? Alors attends, on arrête. Enfin, moi, je pense qu'il n'y a pas trop d'alternatives. Mais pour répondre à ta question, il y a aussi le fait qu'on va se dire, on va manger moins de viande rouge, et comme tu parlais de compenser, beaucoup, on fait ce chemin. C'est vrai que la viande rouge, on en mange moins.
Même ceux qui Oui, je veux qui qu'il y ont ait une une conscience réduction. relativement faible de ces sujets, ils se disent bon, là il y a un truc qui déconne, on m'en parle beaucoup, le climat, patati, je vais réduire la viande rouge. Par contre, ils compensent souvent par ce qui est moins perçu comme de la viande, c'est-à-dire du poulet ou du poisson, et notamment le poulet. Il y a un effet rebond alors Fait peut-être. vraiment, une sorte d'effet rebond, tu fais bien de le dire, sur d'autres sources de protéines animales, comme le poulet, qui eux paient un très lourd tribut au carnisme. À titre d'exemple, la viande de bœuf, enfin les animaux, les ruminants, les bœufs, ne représentent que 0,5% des animaux qu'on tue chaque année pour nous nourrir. L'immense majorité, c'est la volaille que tu vas retrouver dans plein de plats, les nuggets ou le jambon que tu vas retrouver sur ta pizza, dans énormément de plats préparés dont tu perçois pas toujours la part de viande qu'ils incluent. Et en fait, c'est ce qui explique qu'on cuisine moins de viande à la maison. Et donc, on a le sentiment d'en manger moins. Mais, Spaghetti bolognaise. mais par contre, voilà, spaghetti bolognaise, tu vas en manger au resto, tu vas en manger à la cantine. Tu le mets, à la cantine, mec, c'est la viande, où tu dois te prendre une pizza. T'as pas toujours conscience, du coup, de l'effet que ça a sur, les animaux qui sont dessus, finalement, en tranches, les pauvres. Et donc, tu encourages, finalement, une industrie qui, elle, se rattrape sur tous ces plats préparés, sur tous tes modes d'alimentation, fast-food ou autre, sur le hors domicile, sur la cantoche, sur le resto, qui offre toujours majoritairement des productions carnées au menu, quoi. Et c'est très compliqué parce que quand tu veux vraiment switcher, tu l'as dit, il faut aller faire un effort à la fois de réappropriation de la cuisine, comment je m'alimente sainement avec autre chose que de la viande et du poisson. Donc, il faut réapprendre les vertus de telle ou telle légumineuse, de telle céréale, de tel légumes ou fruits, notamment des fruits à coque, qui sont très intéressants dans une alimentation équilibrée. Et puis, tu vas éventuellement, pour faire le pas, essayer de chercher les substituts, les fameux substituts végétaux, dont le développement est aujourd'hui freiné par le gouvernement et freiné par une industrie qui essaye de contenir aussi longtemps que possible l'émergence d'alternatives. Oui, donc quand on enlève les non-steak végétal et ce genre de choses. Toutes ces trucs idiots qui visent à ralentir l'émergence d'alternatives, alors même que toutes les agences sanitaires et écolos du monde disent il faut au contraire aller vers une alimentation plus saine et plus durable qui passe par du végétal. Tout le monde s'accorde là-dessus, mais nous, en France, on essaye de maintenir la part de marché de la viande. C'est un truc hallucinant. Et cette part de marché de la viande qu'on essaie de maintenir, même dans beaucoup de pays riches, il faut le préciser, en fait, la diminuer réduirait aussi alors la charge sur le système de santé ? Bien sûr. Aujourd'hui, le programme National Nutrition Santé, le PNNS, recommande 450 grammes de viande par semaine. Si on veut justement, alors ça n'inclut pas une dimension environnementale, c'est une dimension uniquement santé. Oui. Et ces 450 grammes excluent par exemple le poulet et excluent le poisson. Bon. D'accord. Et excluent le lait par exemple. Mais ces 450 grammes, c'est déjà 3 fois moins que ce que consomme un Français moyen, qui ont entre 1,5 kg et 2 kg de viande par semaine. Wow, par semaine. Par semaine. Oui. Et aujourd'hui, je vais passer autant. Aujourd'hui, moi, j'ai fait un débat récemment avec le RAC, le Réseau Action Climat, qui milite aussi pour, je dirais, des actions volontaires et résolues pour réduire notre empreinte climatique. Il a produit récemment un rapport qui vise à encourager les Français à réduire de 50% leur consommation de produits d'origine animale, en descendant à 450 grammes, mais tout produit d'origine animale confondu. D'accord. Alors, hors poisson, mais tout produit carné confondu. Moi, je trouve que c'est encore bien trop faible par rapport à la vision qui est la mienne et à ce que je défends. En revanche, voilà, aujourd'hui, ils disent que si on veut réduire, si on veut atteindre notamment l'objectif des 1,5 degré à ne pas dépasser, on peut pas être au-delà de 450 grammes, toute viande compris. Ça nécessite un effort, donc, des Français de réduire de 3 à 4 fois leur consommation carnée. Dans les pays scandinaves, on est à 300 grammes. Toute viande confondue. Ah oui, c'est nettement... C'est beaucoup plus faible encore. Et encore, moi, ça me semble insatisfaisant. Voilà. Donc, on a des efforts colossaux à faire et ça n'ira pas sans des politiques publiques qui accompagnent notamment les filières, parce que les éleveurs sont les premiers concernés par ces réductions. Il faut bien leur donner des débouchés, des revenus, changer leur activité, si on veut qu'ils soient pas dans la détresse. Et tout, voilà, par exemple. Mais il faut aussi accompagner la formation des cuistots, la formation, on va dire l'éducation des enfants et des générations à venir. Il faut aussi résolument encourager les entreprises ou les organisations qui produisent du végétal et qui offrent des substituts qui sont attractifs. Voilà, il y a tout un tas de mesures qui sont nécessaires et qui ne peuvent pas se passer du soutien fort et inconditionnel de la puissance publique.
Or, aujourd'hui, malheureusement, dans la plupart des pays, celle-ci est soumise à des intérêts industriels, privés, à l'agroalimentaire, qui est ultra puissante, ultra influente, et qui déverse des sommes considérables dans la machine politique pour maintenir ses acquis. Alors, disons-le, aujourd'hui, la consommation, en tout cas, je sais pas, j'ai pas vu les derniers chiffres, mais il me semble l'année dernière, de viande diminuait légèrement. Elle a augmenté de 0,5% en 2022. Ah, donc elle a pas diminué. Je suis tombé sur un faux graphique. Merde. En fait, depuis les années 60, je dis peut-être une connerie par rapport au jalon, mais en gros, elle stagne depuis un certain temps. Elle a eu des hauts et des bas, et elle a baissé à un moment donné, mais aujourd'hui, elle a tendance à remonter. Et qu'en est-il du prix? Est-ce que c'est en train de monter, de stabiliser, descendre? Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 31% notamment de la viande est importée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, pour continuer à manger de la viande, alors qu'ils ont de moins en moins de moyens pour le faire, inflation, tension sur les revenus, chômage et ainsi de suite, ils vont se tourner vers des offres à très bas coût que le système français ne peut pas produire avec ses standards de qualité, on va dire. Bah oui, donc pas de produits de glyphosate ou des trucs dans le genre. Par exemple, voilà, tout ce qui veille à maintenir en partie, c'est très insuffisant, mais on va dire la qualité environnementale de nos produits. D'autres ont beaucoup moins de scrupules d'ailleurs, et on va importer du poulet ukrainien, du porc de Chine, que sais-je encore, pour satisfaire des produits carnés à bas coût. Qui font l'objet d'une demande ici dans notre pays, quoi. Donc 31% de produits carnés qui sont des produits importés et souvent d'une qualité catastrophique d'un point de vue sanitaire, donc, qui sont pleins d'antibiotiques, plein de produits médicamenteux qui ont été transmis aux animaux pour stimuler leur croissance, par exemple, et puis qui ont ravagé évidemment les lieux dans lesquels ils ont été produits, qui ont émis énormément de gaz à effet de serre et qui, éthiquement parlant, sont évidemment problématiques dans la mesure où ça s'est fait dans des conditions ignobles pour ces pauvres animaux. C'est drôle parce que tout ce que tu me racontes là, ça me ramène à une forme de raisonnement, tu vois. Ces animaux qui sont transformés, où il y a une sélection entre guillemets naturelle, une sélection qui a été faite par là. Bah, tiens, on voit qu'il y a telle espèce qui produit beaucoup plus de lait. Eh ben, on va faire en sorte de faire une assimilation. En tout cas, on va faire en sorte de sélectionner cette espèce-là pour qu'au final, on se retrouve avec une espèce qui produit plein de viande et qui sont des Schwarzenegger en puissance. J'ai vu ça en allant à la foire agricole de Libramont en Belgique, où j'étais quand même choqué de voir. Je me suis dit, mais il y a des vaches, ils vont à la salle de sport, quoi, tu vois. Ah, les fameux bleu blanc belges. Ouais, tu vois vraiment le muscle qui mais c'est quoi, ils ont été soulevés, tu vois, tu te poses. Bah, c'est le produit de sélection génétique et de sélection au fil du temps qui aboutissent à des monstres, en fait, à des animaux qui arrivent même plus à se tenir sur leur propre squelette, quoi. Ça veut dire que pendant qu'on a fait cette sélection, il y a des espèces qu'on a fait disparaître. Ah, ben complètement. On a fait disparaître des races rustiques et on a retenu que celles qui satisfaisaient nos besoins alimentaires supposés, et du coup, effectivement, on a fait disparaître énormément de diversité génétique. C'est incroyable. Et pour revenir un petit peu à d'ailleurs, les éleveurs, excuse-moi, je te coupe, Vince, ils vont sélectionner leurs bêtes sur catalogue, avec des noms, des noms de code. Je vais prendre telle vache, voilà, pour assurer la production derrière et l'alimentation des supermarchés, quoi. Enfin, c'est drôle parce que je rebondis vraiment sur ça, parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Et moi, j'étais un peu gars choqué. Je parlais un peu avec les éleveurs, avec les gens qui venaient voir et tout. Je disais, ça vous fait pas bizarre? Et ils me regardent avec un air genre, ouais, c'est qui ce gars-là et tout, alors que je mange encore de la viande, tu vois, mais j'étais quand même choqué d'être là. Et c'est drôle, ça me montre à quel point l'humain est capable de se raconter des histoires et de se greffer dessus au point de ne pas ressentir la moindre douleur, la moindre insatisfaction, de vraiment se dire non mais c'est normal en fait, ces vaches-là on les mange, c'est normal. Et j'ai même posé la question à un gars qui me dit ouais c'est mes bêtes, il les aime, tu vois, c'est un éleveur, il les a ramenés, il est jeune, il a 18 ans. Et moi je lui pose la question, je fais tu sais qu'elles vont être grailles? Et il dit ouais. Je fais, mais tu lui parles, tu la caresses, tu lui dis c'est ma bête, et tout ça, tu lui donnes des prénoms. Mais frère, on va la graille. Ça ne fait rien. Et il est là, non, c'est normal, ça fait partie c'est comme ça, tu vois, je peux rien y faire, c'est comme ça. Je fais, mais ça te fait pas mal au cœur quand tu les laisses partir, tu sais ce qui va leur arriver. Et là, non, mais c'est normal. Mais tu voyais dans sa tête qu'il y avait une résistance à l'information, qu'il y avait un barrage, alors qu'au fond de lui,
Et clairement, il y avait de l'empathie qui commence à ressortir, tu vois. Ah ben je la mets pas en doute. Et c'est vrai qu'il y a une dissonance cognitive, comme on dit, énorme chez les éleveurs, et parfois même de la détresse lorsqu'ils doivent amener leurs bêtes à l'abattoir. Mais les pauvres, quoi, c'est ça. Mais il y en a beaucoup qui en souffrent, et d'ailleurs, ça me donne l'occasion de citer des initiatives comme celle de Transiterra en France qui vient de naître, qui émane d'initiatives antérieures en Suisse, où il y a véritablement aujourd'hui des structures qui vont accompagner les éleveurs dans leur reconversion. Parce que pour beaucoup d'entre eux, cette dissonance cognitive, elle est plus supportable. Mais même quand t'as tué, c'est comme si tu reviens de l'armée, quoi. T'as tué. Ben, c'est un être vivant, et qui plus est qu'il prétend avoir aimé. Donc tu te dis, mais comment c'est possible que tu aimes quelqu'un et que tu le tues soi-disant avec respect et que tu lui ôtes la vie? Enfin, il y a quelque chose de dingue. Et puis pour répondre aussi au côté, on se rend pas compte. Franchement, la filière viande a sciemment invisibilisé toute la souffrance que suppose la production de viande. De la même façon, dans une barquette, dans un nugget, dans un pané de poisson, tu reconnais pas la bête. Tu vois pas ce qu'elle était. On fait tout pour déconnecter l'animal du morceau de barbac, en fait. Mais quand j'étais petit, je pensais que on mangeait l'animal parce qu'il mourait. Et oui, j'ai cru ça jusque dans mon adolescence, que l'animal est mort, ça y est, on va manger. Et c'était le sens le plus logique que j'avais. C'est quand j'ai commencé à voir effectivement, il y a un abattoir. Quand tu commences il y a un abattoir, tu vas visiter, tu fais, mais comment, mais t'imagines que c'est un cas spécial, mais globalement sur Terre, on le fait, en tout cas dans les gros élevages, tu te dis, mais non, on attend la mort de l'animal. Mais tout le système repose sur des croyances. Tout le système repose sur une manipulation pour, on va dire, faire perdurer ces pratiques, mais qui n'ont plus rien de justifiable ni de justifié. Il y a, d'un point de vue éthique d'une part, une fois de plus, au risque d'insister, on n'a pas besoin de tuer des animaux pour se nourrir. Et puis, on va dire qu'on est dans une forme de déni, on va dire, des conséquences que ça peut avoir sur l'habitabilité de la planète. Vraiment, on se rend pas compte, et tout ça, c'est volontairement occulté par une industrie qui a intérêt à ce que rien ne change. On parlait tout à l'heure des raisons pour lesquelles on arrête. Est-ce que les raisons monétaires, la viande qui coûte de plus en plus cher, est quelque chose qui nous amène et qui pourrait être efficace pour arrêter, augmenter le prix de la viande, ou alors non, au contraire, comme tu as dit là tout à l'heure, on va se ruer, tant que le marché se dit, la viande est devenue trop chère pour le local, la demande internationale, l'offre internationale va répondre à la demande locale, et on va leur envoyer, quoi qu'il arrive, tous les produits les plus bons marchés. On est vraiment dans cette logique-là, où malgré tout, tu penses qu'il y a un espoir en augmentant les prix. Je pense que c'est un levier, et beaucoup de recherches ont été faites, et des cabinets ont fait des recommandations, justement, pour démontrer que il peut y avoir un effet prix d'une potentielle taxe. Donc évidemment, mais qui va frustrer beaucoup de gens. Qui frustrerait beaucoup de gens. Aujourd'hui, il n'y a pas de taxe. Aujourd'hui, je vais te dire, l'industrie de la viande n'est soumise à aucune taxe et à aucun système de quotas. Tel kérosène, tu vois, c'est drôle. Voilà, tiens, et les parallèles avec le tabac, les énergies fossiles, et tu peux le faire à tous les niveaux, y compris à celui-là. Elle bénéficie d'une clémence des pouvoirs publics, et elle n'a pas du tout à intégrer le coût environnemental de ses dégâts, par exemple. Ça, elle en est exemptée. Voilà, c'est un truc de fou. C'est pour le nombre excuse-moi de rentrer dedans, mais est-ce que justement on touche pas trop à ça? Parce que je remarque que quand les paysans sont en colère, et il y a beaucoup de paysans qui font la production végétale pour les animaux, est-ce que lorsque les paysans sont en colère, on se dit c'est des primo-votants, donc ça fait partie des catégories sociales qui votent beaucoup, où il y a moins d'abstention, et qu'on se dit vaut mieux pas trop les fâcher, et que eux-mêmes sont prisonniers. J'ai l'impression que en fait, ces métiers-là ont très forte capacité de nuisance, c'est-à-dire qu'ils peuvent très vite bloquer un pays. Ils utilisent des méthodes, on va dire, très agressives. Ils vont détruire des biens publics. On met des bombes, on met des bombes dans des bâtiments institutionnels. C'est ce que j'ai vu. Bien entendu. Et ça, si je fais ça demain, moi, et ça pour le coup, c'est pas des éco-terroristes. Les pauvres, ils sont en détresse. On leur passe tout, en fait. On détruit des préfectures, on casse du mobilier urbain, on intimide des personnes, on séquestre certaines personnalités. En fait, le pouvoir politique a peur de ces métiers-là, a peur de leurs représentants, a peur de la violence de leurs méthodes. Il y a quelque chose de mafieux derrière ce qu'on voit à la télé, dès lors qu'il est question de ces sujets-là. Et c'est effectivement choquant. Il y a vraiment deux poids, deux mesures entre la façon dont on traite des militants qui sont offensifs sur certains sujets. Je pense à Sainte-Soline, mais pour un intérêt collectif de préservation de la ressource, alors que de l'autre côté, c'est des intérêts catégoriels qui détruisent la planète et qui sont défendus de façon ultra violente, mais qui ont une forme de clémence des pouvoirs publics. Donc là, il y a vraiment, du côté du pouvoir, du côté de l'État, du côté des gouvernements en l'occurrence, et de certains d'entre eux, un manque de courage pour affronter, je dirais, des pratiques voyous, quoi.
C'est ça. Et tu sais, l'agriculture, on a tendance à imaginer l'agriculteur et l'agricultrice. C'est tellement large, c'est tellement varié, ce qu'on fait pousser, comment on le fait pousser, comment on le produit. Il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Bien sûr, Ce que bien j'ai sûr. dit était visait les plus violents d'entre eux, mais c'est souvent ceux qui ont la voix Je au pense que chapitre. nos abonnés, à mon avis, ont suffisamment de recul pour savoir que tu ne faisais pas une généralité. Mais cela dit, moi, j'essaie un petit peu de voir à quoi il ressemble ce paysage aujourd'hui. Cette détresse paysanne qu'on a, tu as dit exactement ce qui s'est passé. Dès qu'on fait quelque chose sur les limites planétaires, donc cycle phosphore-azote, tout de suite aux Pays-Bas, boum, c'est l'extrême droite qui passe. En Europe, on est dans une phase de transformation. Quels sont les chemins en action dans le terroir et dans la paysannerie? Est-ce que le courant de l'agroécologie est quelque chose qui est souhaité par de plus en plus d'éleveurs, de l'agroécologie pour non pas produire cette fois-ci du végétal pour les animaux, mais vraiment pour nous, pour notre consommation? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est encore extrêmement marginal dans ce domaine-là? Ça reste des pratiques qui sont marginales. Le système dominant, il est intensif. Parce qu'il y a une volonté. Parce qu'ils sont quand même prisonniers, les autres qui sont intensifs aussi. Mais comme tu dis, ils sont prisonniers. C'est-à-dire que c'est une machine dans laquelle ils ne sont qu'un rouage et qui les contraint. Ils sont endettés, ils ont acheté du matériel agricole, ils doivent faire face à des dettes, ils doivent faire face à des nécessités pour exister, de fournir telle ou telle coopérative ou tel réseau de distribution. Donc c'est le logiciel de la croissance, encore une nouvelle fois, qui vient foutre... Là, on enfonce des portes ouvertes. Effectivement, c'est tout à fait ça. Et ces personnes qui travaillent d'arrache-pied, parce que les agriculteurs ne comptent pas leurs heures. Je crois que c'est en moyenne 55 heures par semaine, les agriculteurs, pour un revenu qui est à peine le SMIC pour certains d'entre eux. Même s'il y a des disparités selon le fait que tu es, on va dire, un grand céréalier ou un éleveur de porc. Oui. Il y a des choses très différentes. Il y a aussi des aides très différentes. Il faut savoir notamment que les éleveurs sont parmi ceux qui sont les plus subventionnés. Leurs exploitations sont structurellement déficitaires pour la plupart d'entre eux. C'est-à-dire que on injecte des sommes, c'est absolument pas rentable. On injecte des sommes hallucinantes d'argent public pour une fois de plus produire des protéines qui ne nous sont pas indispensables. C'est de la perfusion. Là où on pourrait les réorienter vers des protéines d'avenir et qui permettraient de nourrir davantage de monde en plus. Mais c'est ça, il y a à nouveau encore le truc, c'est on dit que la viande permet de nourrir l'humanité. Bon, c'est pas vraiment la viande qu'on mange majoritairement, surtout dans les pays où il y a la famine. De nouveau, ça fait partie des fake news. Mais est-ce que changer de pratique permet de nourrir l'humanité? Mais alors totalement, là-dessus, c'est un truc sur lequel j'insiste dans mon ouvrage. Si tu substituais par exemple, pour les États-Unis, il y a une étude qui est sortie récemment, j'ai plus le nom de l'auteur en tête, mais une étude est parue aux États-Unis. Si tu substitues à apport de protéines équivalentes les protéines animales d'aujourd'hui, l'élevage, par des protéines végétales, une fois de plus, qui apportent les mêmes capacités nutritionnelles, 100 grammes de protéines de deux côtés, eh bien, tu nourris le double d'Américains. Donc, on pourrait très facilement, prenons cet exercice de pensée théorique, on pourrait nourrir la planète et bien plus si nous nous nourrissions uniquement de protéines végétales. Donc en fait, c'est purement notre envie égoïste de ces pulsions qu'on a dans notre cerveau qui nous force de manger de la viande, qui crée autant d'inégalités et qui amène toute cette dépense d'énergie, ce gaspillage. Tu l'as résumé à ta façon, mais c'est exactement ça. Ce serait très bien, incroyable de terminer là-dessus, mais nous n'allons pas terminer là-dessus, bien entendu. Au contraire, je voudrais ton avis sur le Mercosur. Oula, là on est. Qu'est-ce que le Mercosur déjà, peut-être pour ceux qui ne. C'est un traité de libre-échange qui permet d'avoir on va dire des flux d'échange de marchandises entre recevoir de la bouffe, ananas et tout, contre des productions que nous faisons avec des garanties. Envoyer des bagnoles et recevoir de part et d'autre. Ben voilà, ça entretient aussi des modes d'élevage qui ne sont, puisqu'on parle d'élevage aujourd'hui, qui garantissent des revenus à des modes d'élevage qui sont très loin des standards environnementaux qu'on pourrait développer chez nous. Donc, accord Mercosur qui devient effectif, par exemple, ce sont des gens qui n'ont plus l'argent de s'acheter de la nourriture, où là, tout d'un coup, le prix de la nourriture, on va dire de la viande, là, tout d'un coup, le prix de certaines viandes va devenir encore plus attractif puisque ça enlève des taxes de part et d'autre. L'accord Mercosur, c'est un libre-échange encore plus ouvert, mais donc qui nous ramène à accélérer le même processus, quoi. Ça rentre dans les fameux 31% de produits carnés qui passeraient à plus, alors. Voilà, évidemment, si on encourage cette mondialisation de la bouffe,
ben, on va connaître la même chose que ce qu'on connaît sur d'autres denrées, c'est-à-dire des produits à bas coût. Mais là, les conséquences sur notre santé, l'environnement et les animaux seront pas les mêmes, hein, puisqu'on parle du vivant là. Et du coup, ben, on est en train j'ose le mot, de se suicider, quoi. On est en train de tuer les conditions d'habitabilité de la planète, de flinguer le restant de vie sauvage sur cette belle terre, et puis d'ingérer, on va dire, des aliments qui ne sont pas bons pour notre santé. Voilà. Donc on est dans une espèce de quadrature du cercle infernal qui est malheureusement encouragée par le système mondial et par des gouvernements libéraux. Dictateur du barbecue. Quels sont les espoirs? Quelles sont les perspectives positives d'arrêter de se viander? Eh ben, écoute, elles sont nombreuses. C'est ça qui est parfois aussi frustrant. Dis-nous tout, Jean-Marc. Dis-nous tout. On doit savoir. Ça, c'est le moment d'espoir. C'est le moment de... Il y a des choses aussi très simples. Je veux dire, si on a pris conscience de tout ça, si on a un minimum de considération pour les animaux, si on veut avoir un impact décisif, je dis bien décisif, sur l'enjeu climatique, parce que au vu des facteurs de réchauffement cités préalablement, arrêter les produits carnés, c'est ce qui peut te rendre le plus efficace sur le climat à court terme, puisque le méthane et le protoxyde d'azote sont ceux qui réchauffent davantage sur le court terme. Donc, ce geste-là n'est pas un petit geste. Ce geste est un geste politique, est un geste qui a un effet de levier qui est sur le climat qui est très fort. Donc si tu as réalisé cette nécessité et que tu as envie de le faire, de passer à autre chose et de résolument te tourner vers des alternatives végétales, et ben là tu as pléthore de solutions. Déjà, il faut dédramatiser le truc. Franchement, moi, j'ai fait ce choix du jour au lendemain. J'ai décidé du jour au lendemain, pour toutes ces raisons-là, d'arrêter la viande et le poisson. Je n'ai plus touché depuis 8 ans à une seule chair animale, quelle qu'elle soit. Voilà. Ça s'est fait simplement. Ça s'est fait en découvrant plein d'alternatives que je ne connaissais pas, nutritionnelles, des aliments différents, des végétaux différents, une cuisine différente. Je cuisinais pas avant, maintenant je cuisine et ça, j'y prends beaucoup de plaisir et je me régale. Il y a une diversité de plantes, une diversité de végétaux, de céréales, de fruits hallucinante au regard des 8 espèces animales qui constituent l'essentiel des protéines carnées. Là, on est dans un facteur 12, 20, 40, je sais même pas, c'est énorme, quoi. Donc on a une diversité de choix qui est extraordinaire. Il faut réapprendre à cuisiner. Il faut pas se satisfaire des produits, des plats préparés en rayon. Certes, pour certains, c'est facile, c'est pratique. On a une vie de fou effrénée en milieu urbain. On sait pas trop comment faire. C'est ça le problème. Et d'ailleurs, l'industrie abonde là-dedans. C'est ça mon problème. Moi, je le dis, je n'étais pas bon psy, mais j'ai toujours foncé à du 2000 à l'heure dans mon métier. Aujourd'hui, je ralentis, mais je ne cuisinais pas parce que j'avais pas le temps de cuisiner. Et là, il y a des enfants, donc on commence à prendre le temps, mais quand même. C'est là justement où j'en viens au deuxième point, les substituts végétaux, qui sont aujourd'hui diabolisés. Diabolisé par tout un tas de gens qui ont intérêt à le faire. Par exemple, substitut, qu'est-ce qu'on a? Alors, substitut, tu peux avoir des steaks végétaux, quoi. Des steaks végétaux qui sont faits avec différents... falafel. Les steaks végétaux, c'est rien d'autre que parfois des falafels. T'as du soja dedans, tu peux avoir des champignons, tu peux avoir des haricots rouges, tu peux avoir des oignons, tout ça mélangé, ça va te donner une texture, ça va te donner un goût. Souvent, c'est diabolisé, on dit, c'est dégueulasse, ça a pas de goût, c'est de l'ultra transformé. Non, c'est pas vrai, c'est super bon. Non, mais ça dépend. Là, c'est pas vrai. Non, mais il y a des trucs qui sont excellents. Oui. Et c'est de mieux en mieux. Mais non, c'est ça. Est-ce qu'on veut se rapprocher du goût de quelque chose, ou est-ce qu'on part vers autre chose? Alors, il y a les substituts végétaux. Ça sera pas le même goût, ça sera autre chose. Et parfois, tu te régales. Et c'est très vite fait. C'est présenté aussi de façon facile à cuire. Et c'est hyper bon. Enfin, moi, je trouve, pour certains d'entre eux. D'autres sont dégueulasses, mais c'est vrai aussi dans la viande. Et parfois, c'est vraiment une vraie bonne alternative pour ceux qui sont pressés. Toi, tu cites autre chose, là. Tu parles des steaks qui ressemblent vraiment à des steaks, dans la texture et tout ça. Pour y parvenir, il y a différentes méthodes. Je vais pas m'appesantir sur ces méthodes. On peut parler de fermentation de précision. On peut parler, voire même de viande de synthèse, même si elle n'est pas encore commercialisée de façon massive. C'est encore expérimental. Mais ça, finalement, c'est des produits qui vont s'apparenter quasiment en tout point à de la viande d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ça sera le même goût, ça y ressemblera absolument, ça aura la même saveur, ça aura la même apparence, et ça, nous les véganes, nous les végétariens, c'est pas forcément des choses qu'on a envie de retrouver dans notre assiette. Si on a quitter ce monde-là, celui de la souffrance animale, celui de l'exploitation des animaux, c'est pas pour retrouver un ersatz qui ressemble en tout point à la viande saignante qu'on a voulu quitter. Ouais, nostalgie. Ouais. Mais par contre, ces substituts-là, qui sont en apparence très proches de la viande, ils pourront satisfaire des flexitariens qui vont être mis face à un moment donné à un choix. À goût et saveur égale,
plaisir équivalent, mais à destruction environnementale et à massacre animal infiniment moindre, je choisis quoi? Je choisis la viande d'abattoir ou je choisis du Beyond Meat ou de la viande de synthèse de demain? Ça, j'aimerais bien voir quand les choses vont arriver sur le marché et qu'elles seront au point, c'est-à-dire à niveau de qualité gustative équivalente, et on n'en est pas loin. Quels choix feront ceux qui seront confrontés à ce dilemme? Voilà. Est-ce que c'est un grand dilemme si tu sais qu'il y en a un qui a moins d'impact? Pour moi, ça me paraît évident. Oui. Et aujourd'hui, dans les enquêtes, quand tu présentes ces substituts, ils ont été tellement diabolisés, ils sont tellement associés à des choses négatives sur consommation, produits ultra transformés ou autres, que les citoyens, les consommateurs les rejettent d'emblée, parce que la filière viande a fait un très bon boulot de diabolisation. Mais honnêtement, pour les avoir goûtés pour certains d'entre eux, même si c'est pas forcément mon kiff, c'est bluffant, quoi. C'est un truc de fou. C'est incroyable, la puissance jusqu'où ils ont été. Et ça va économiser, mais la ressource en eau de façon drastique, ça va émettre infiniment moins de CO2. Ceux qui s'intéressent à ces questions-là peuvent le vérifier par des études qui sont de plus en plus nombreuses sur le sujet. Ça va préserver 100% des terres qu'aujourd'hui on défriche pour justement produire de la viande d'abattage. Bref, je vais pas faire la litanie des avantages, mais c'est hallucinant. On a le pouvoir de changer notre alimentation sans y perdre beaucoup en goût ou pas du tout même, et en découvrant des nouvelles choses, mais avec un effet sur l'environnement qui est hallucinant, et en sauvant des vies. Donc pourquoi ne pas le faire? Tu parles dans ton ouvrage qu'il faudrait un projet d'écologie scientiste. Sentientiste, pardon. Alors ça, c'est effectivement la conclusion. Le terme de sentience définit la capacité des êtres vivants à ressentir du plaisir, de la douleur, de la souffrance. Voilà. Et je pense que ça c'est l'entrée éthique dans le sujet, si on prend conscience de ça et qu'on se dit finalement, cet animal est mon semblable, il est attaché à sa vie, il a envie aussi d'être tranquille et de satisfaire ses besoins essentiels comme moi, j'ai envie de les satisfaire, et que tu le considères pour ce qu'il est, pour sa valeur intrinsèque et non pas comme un objet que tu utilises comme une variable d'ajustement de ton alimentation. Si tu considères que vraiment il a le droit de vivre comme toi, eh bien t'arrêtes de le faire. Et donc c'est cette notion sentientisme, le sentientisme, donc, qui reconnaît tout ce que je viens de dire, pour moi, ça devait être une valeur cardinale de l'écologie, et c'est la raison pour laquelle je plaide pour une écologie sentientiste qui a tout intérêt à aller dans ce sens-là, parce que ça serait conforme à sa volonté déclarée de sortir des systèmes de domination qui régissent le monde, de considérer le vivant pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose de précieux, pas comme un stock dans lequel on peut taper. Et pas comme un stock dans lequel on peut taper. Et c'est là où les écolos sont parfois ambivalents, avec une notion de vivant qui est un peu fourre-tout. Le vivant sauvage, on le préserve à tout prix, mais le vivant d'élevage, ça compte pas beaucoup en fait, dans l'esprit de certains écolos en tout cas. Donc je pense, il y a plusieurs variantes. Il y a les écolos très ingénieurs, par exemple les écolos d'ELV, pour ne pas les citer, les écologistes comme on dit en France, ce parti politique. Aujourd'hui, ils ont voté dans leur plateforme, on va dire idéologique. En faveur de la notion de sentience, celle dont je parle, donc la reconnaissance de la valeur intrinsèque des animaux et de leur capacité à souffrir, à sentir des et choses, à ressentir des choses, une forme de conscience tout. qui a été reconnue par la science d'ailleurs. Mais à côté de ça, ils disent le petit élevage paysan c'est ok. Elle est où la cohérence là? En quoi tu vas dire tu reconnaître d'un côté la souffrance d'un animal, mais la justification, la légitimation à en faire un aliment, quand bien même t'en as pas besoin. Donc c'est là où il y a encore, je crois, des efforts à faire de cohérence dans le milieu écolo, qui tiennent compte justement de ces notions qui sont incontestables. Aujourd'hui, on va dire, le fait de massacrer des animaux en masse pour des besoins dispensables est moralement injustifiable. Donc nous jetons 30% aussi de la production. 30%. Ouais, 30%. Oui, Imagine la somme de vie que tu mets à la poubelle, que tu as fait naître des animaux, 30 animaux sur 100, qui ont souffert. 3 animaux sur 10, Non, c'est pas que des animaux pour le coup, dans les 30% de gaspillage, mais t'imagines, c'est quand même, c'est dingo quand même. On fait naître et vivre des animaux pour les mettre à la poubelle. Enfin, où est notre humanité là-dedans, quoi? On a compris que les lobbies, eux, ils vont mentir tant qu'ils maintiennent le business et que ça permet toujours d'enrichir de façon pyramidale les mêmes investisseurs, les mêmes personnes qui ont investi un petit peu partout, etc., et qui ont une vision du monde qu'ils imposent au reste du monde, parce qu'ils sont persuadés que c'est comme ça que ça se passe, on a bien compris. Mais comment est-ce que tu expliques que Homo sapiens a été amené jusqu'à créer un appareil industriel qui réponde autant à des trucs aussi stupides et aussi illogiques
qui met en péril en fait ses descendants, quoi. On va pas refaire l'histoire, et j'aurais pas les explications à cette folie, parce qu'on est vraiment dans une folie furieuse, dans un mouvement suicidaire. On est en train de créer les conditions de notre disparition, en fait. La question se poserait plutôt comment en sortir, quoi. Comment comprendre ce qui se trame, comment exercer un esprit critique, comment s'extraire de ces croyances dominantes, comment ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on nous rabâche à longueur de journée. Je crois que des chaînes comme la tienne y contribuent. Je crois que on peut avoir aussi accès aujourd'hui à des médias indépendants ou à des podcasts ou à des sources d'informations, on va dire, qui sont scientifiques, qui abondent toutes dans le même sens, et que notre rôle, nous, d'influenceurs ou d'auteurs, a vocation justement à faire connaître cette connaissance indiscutable, la répandre, la diffuser pour que on ait ce choc de conscience qui, à un moment donné, nous réveille et nous amène à nous battre courageusement contre ces intérêts qui sont ultra puissants. Moi, j'ai un grand respect pour tous les activistes écolos, même si on n'est pas d'accord sur tout, évidemment, mais qui ne se satisfont pas de l'ordre établi et qui se mettent parfois en danger pour on va dire, construire une autre vision du monde qui soit vraiment plus respectueuse, je dirais, de tous les êtres vivants qui le composent. Mais aujourd'hui, on a, nous les humains, et c'est là où on est un peu fou, colonisé toute cette planète, soumis tous les êtres vivants qui vivaient avant nous, mis en coupe rase des espaces sauvages à notre détriment, quoi. Donc on est dans cette folie, et je pense que pour en sortir, la seule façon, c'est de s'extraire de la matrice, quoi. C'est d'essayer de comprendre à quel point on est, une fois de plus, les rouages d'une machine qui tourne à notre dépens. Et effectivement, certains prennent la pilule rouge. Pourquoi on la prend ? Quand on la prend, c'est dur de la à quelle occasion on la prend, quelles conséquences ça a. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences, mais je pense que c'est la seule façon d'y parvenir. Parce qu'au final, c'est là qu'on atteint le véritable bonheur. Et puis quel bonheur au final. Je sais pas si c'est. Parfois, c'est très confortable d'être dans l'ignorance, dans le déni. C'est plus simple. Tu parles de matrice, c'est ce que dit le mec qui prône la pilule bleue, donc de rester dans le système. Il dit que les ignorants sont bénis parce que ils n'ont pas le poids du monde à porter sur leurs épaules parce qu'ils vivent dans l'ignorance. Ouais, mais c'est là-dessus où moi. Mais ça nous revient dans la gueule à un moment donné. Et puis je pense qu'il y a aussi une question de dignité. Ouais, bien sûr. J'ai peut-être envie de terminer là-dessus. C'est aussi notre dignité d'humain. Si vraiment on a la volonté de laisser une planète en meilleur état que celle qu'on a eue à nos descendants, aux générations futures, à nos enfants d'aujourd'hui, si on a encore un minimum d'humanité au sens des Lumières du terme, même si on pourrait débattre là-dessus, notamment du lien avec les animaux, on a ce devoir de responsabilité que d'agir en fonction d'un mieux. Et ce mieux, il passe aujourd'hui par une relation, je pense, apaisée avec les autres vivants, ces animaux non humains qu'on massacre, qu'on oppresse, qu'on soumet, qu'on détruit à nos dépens. Dernière question, si tu devais citer des choses à boycotter et des ouvrages ou éventuellement des gens à suivre, dis-nous tout. Écoute, on n'a pas parlé de la pêche non plus, mais le système est exactement le même. Si on peut faire sur Terre, faisons-le dans les mers. Il y a des sources dans mon bouquin pour ceux que ça intéresse, et également sur cette question de la surpêche et de la pêche en général. Boycotter, pour moi, effectivement ce système fou, et donc ça passe par la végétalisation. Faites le mieux possible. Allez jusqu'à, évidemment, si c'est envisageable pour vous, un arrêt définitif et total. On s'en porte très bien. Moi, je joue au rugby, je fais du trail, je gravis des montagnes à La Réunion sans difficulté, j'ai aucune carence, je mange aucun produit d'origine animale. Donc, ne vous laissez pas leurrer par ceux qui prétendent l'inverse. Donc, je crois que c'est vraiment quelque chose de tout à fait faisable et souhaitable. Après, en termes de recommandations, il y a un bouquin qui m'a beaucoup plu. J'en ai parlé un peu en off avec toi. Ça s'appelle Les structures fondamentales des sociétés humaines de Bernard Lahire, qui montre à quel point, je dirais, nous sommes biologiquement proches des autres animaux, et que nos structures sociales, nos façons de vivre empruntent aussi au règne animal, et que on n'a aucune raison de les traiter comme nous le faisons. Ça, c'est la conséquence que j'en tire. Il y a des sujets, il y a des bouquins aussi comme par exemple Histoire de la domestication animale de Madame Chansigo, qui est vraiment extraordinaire pour comprendre à quel point on a su soumettre les animaux, les sélectionner et en faire des produits et des objets à nos fins exclusives. Donc là, une fois de plus, hyper intéressant. T'as reçu Laurent Testo,
Cataclysme, je le cite régulièrement. Cataclysme, c'est un ouvrage pour moi de référence qui montre une histoire environnementale de l'humanité, c'est le sous-titre, qui montre à quel point nous avons agi sur cette planète comme une espèce invasive, ultime, et cette capacité à soumettre le vivant, à soumettre les autres êtres de cette planète, se retourne aujourd'hui contre nous. Donc je trouve qu'il le décrit effectivement très bien. On a 3 références d'ouvrages qui me semblent être hyper intéressantes. Et le tien? Et le mien, bah voilà, par Comment l'humanité modestie, se viande. je ne le citais pas, Non, mais je te remercie de le mettre en avant. Avec plaisir. Merci à toi. Être écolo ou manger des animaux, il faut choisir. Merci, parce que à titre personnel, cette conversation, je vais pas te dire ça m'a fait prendre des décisions, je vais pas m'emballer trop vite, même si j'ai réduit, c'est pour me donner de bonne conscience que je le répète, hein. Mais ça me fait voir les choses d'une autre perspective. Cette conversation avec toi, je pense, va avoir un impact. Je te tiendrai J'en serais ravi. Informé. Et j'espère chez vous aussi de toute façon. Waouh, Jean-Marc, c'était lourd. Merci. Du fond du cœur. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est très important. On vise les 100 000 abonnés. Ça se trouve, cette vidéo sortira quand je les aurai atteints, mais peut-être pas, hein, donc quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très très lourd pour ces sujets. Vous avez compris que il en va de votre avenir. Hein, savoir tous ces sujets-là, ça peut directement vous impacter personnellement, que vous soyez en train de vivre dans une ville, dans un village, que vous soyez agriculteur ou dans le secteur tertiaire, ou que vous soyez encore à l'école, à l'université. N'hésitez pas à la partager autour de vous si ça vous a plu, bien entendu. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur les mythes. Jean-Marc Gansil, ton livre est là, il est en description, et à très bientôt sur les mythes. Salut Vince, merci beaucoup.